Bonjour et bienvenue pour ce premier cours de chimie niveau première spécialité, un chapitre qui s'intitule Détermination de la composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques. Alors ici, il s'agit bien d'un chapitre de chimie et lorsqu'on parle de système, on parle en réalité d'une réaction de transformation chimique, comme celle que vous avez pu étudier l'année dernière. Le système initial étant simplement la partie des réactifs, c'est-à-dire les atomes ou les molécules qui vont réagir ensemble et permettre d'avoir une transformation chimique. Alors les réactions en chimie, elles doivent être contrôlées et nous avons donc besoin de savoir exactement en quelle proportion on va faire réagir les réactifs pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Nous allons donc utiliser plusieurs grandeurs physiques pour déterminer la composition de notre système initial ou de nos réactifs. Et la première de ces grandeurs que nous allons étudier, c'est la masse molaire. La seconde, ce sera le volume molaire. Troisièmement, nous étudierons ce que c'est que la concentration molaire. Et enfin, nous verrons l'absorbance. Nous allons donc voir ce cours en 4 parties, plus ou moins importantes, et nous allons avoir une relation à retenir pour chacune d'entre elles. Et lorsque je vous ai énoncé ces 4 parties, vous avez entendu plusieurs fois le mot molaire. Et vous voyez d'ailleurs dans la plupart des formules un petit n qui correspond à la quantité de matière qui, comme vous l'avez vu en classe de seconde, s'exprime en mol. On va commencer par faire un petit rappel sur ce que c'est que cette quantité de matière. Alors comme vous le savez, en physique-chimie, pour étudier le monde qui nous entoure, on va utiliser des grandeurs, comme la longueur pour pouvoir mesurer des distances, la masse pour pouvoir peser des objets, ou comme vous l'avez vu plus récemment en seconde, la quantité de matière pour pouvoir compter des entités chimiques. Et si l'unité choisie pour mesurer des distances, c'est le mètre, et celle pour peser les masses, c'est le kilogramme, et bien pour évaluer la quantité de matière, on utilisera la mole. Et de la même manière qu'un mètre, cela représente une distance de 100 cm, et bien une mole, ça représentera une quantité de 6,022 × 10 puissance 23 entités chimiques. Alors je vous rappelle également qu'une entité chimique, cela peut être un atome. Donc si on parle d'une mole de fer, elle contiendra 6,022 × 10 puissance 23 atomes de fer. Mais une entité chimique, ça peut aussi être une molécule. Donc si on parle d'une mole d'eau, on parlera en fait de 6,022 × 10 puissance 23 molécules d'eau. Et bien évidemment, toutes ces molécules ne sont pas représentées ici, car il aurait fallu en dessiner 600 000 milliards de milliards. Ce très grand nombre, donc 6,022 × 10 puissance 23, on l'appelle la constante d'Avogadro. C'est en fait le nombre d'entités chimiques contenues dans une mole. Et alors, en classe de seconde, vous calculiez des quantités de matière, c'est-à-dire le nombre de moles qu'il y a dans un échantillon, en appliquant la relation suivante. Petit n est égal à grand N divisé par Na. Le petit n étant la quantité de matière en moles, grand N le nombre d'atomes qu'il y a dans l'échantillon de matière, et Na c'est la constante d'Avogadro qui vaut toujours 6,022 × 10 puissance 23 et qui s'exprime en mol puissance moins 1. Alors par exemple, lorsque vous trouviez que votre échantillon de matière contient 3,011 × 10 puissance 23 entités chimiques, alors votre quantité de matière correspondante, elle serait de 0,5 mol. Car si on divise ce nombre par la constante d'Avogadro, on obtient bien 0,5. Si par contre votre échantillon de matière il est plus important et qu'il contient 12,044 × 10 puissance 23 entités chimiques, alors la quantité de matière correspondante, eh bien, ce sera 2 mol. Puisque si on divise ce nombre par la constante d'Avogadro, cela nous donne effectivement 2. Donc 2 paquets d'entités chimiques en fait, sachant qu'une mole, c'est un paquet de 6,022 × 10 puissance 23 entités chimiques. Et alors, ce que vous faisiez en classe de seconde pour trouver le nombre d'atomes présents dans un échantillon de matière, eh bien vous divisiez la masse de votre échantillon de matière par la masse de votre entité chimique qui vous était donnée. Alors par exemple, si la masse de notre échantillon de matière elle est de 500 grammes et que notre matière c'est en fait un bout de fer constitué uniquement d'atomes de fer, on va diviser 0,5 kg par la masse d'un seul atome de fer, donc par 9,35 × 10 puissance moins 26 kg. Attention, il faut bien diviser des kilogrammes par des kilogrammes. Et une fois qu'on a obtenu donc le nombre d'atomes, un très grand nombre qui n'a pas d'unité, on le divise par la constante d'Avogadro et cela nous permet d'obtenir la quantité de matière correspondante. Par exemple, pour notre morceau de fer de 500 grammes, on se retrouve avec une quantité de matière de 8,8 mol. Donc
voilà ce que vous aviez vu en classe de seconde sur la quantité de matière. Maintenant en première, on n'utilisera plus ces formules. On va calculer la quantité de matière grâce à une nouvelle grandeur, la masse molaire que l'on notera grand M. Alors déjà, si on reprend l'exemple d'une mole de fer, donc d'un paquet de 6,022 x 10 puissance 23 atomes de fer, eh bien elle sera plus lourde qu'une mole de cuivre. Un paquet de 6,022 x 10 puissance 23 atomes de cuivre. Pourquoi? Eh bien puisque un atome de fer, tout simplement, c'est plus lourd qu'un atome de cuivre. Étant donné que le noyau des atomes de fer possède beaucoup plus de nucléons que celui de l'atome de cuivre. Et finalement, pour chaque espèce chimique, eh bien, une mole de matière aura une certaine masse. On peut ici observer une mole de matière de certaines espèces chimiques, par exemple une mole de zinc qui pèse 65,4 grammes, mais aussi on a une mole de carbone, donc 6,022 x 10 puissance 23 atomes de carbone, cela va peser 12 grammes. On voit aussi une mole de magnésium qui pèse 24,3 grammes et une mole de cuivre qui pèse 63,5 grammes. On peut regarder quelques exemples supplémentaires avec une mole de soufre par exemple qui pèsera 32,1 grammes, une mole de silicium dont la masse sera de 28,1 grammes, une mole de plomb, donc 6,022 x 10 puissance 23 atomes de plomb qui aura une masse de 207 grammes, ou encore ici on voit la masse d'une mole d'étain qui est de 118,7 grammes. Et parmi les exemples que nous venons de voir, le carbone ayant la masse la plus faible pour une mole de matière, c'est celui qui apparaît en premier dans le tableau périodique. Puisque vous savez que les atomes ils sont classés en ligne de celui ayant le moins de protons jusqu'à celui ayant le plus de protons à la fin. Ils sont également rangés en colonnes en fonction de leur structure électronique et de leur appartenance à des familles chimiques, comme vous l'avez vu en classe de seconde, mais ici c'est pas le sujet. Nous allons juste ici rapidement parcourir le tableau périodique et repérer les éléments dont nous avons vu la photographie d'une mole. Il y avait également le magnésium sur cette photographie, un élément un peu plus lourd que le carbone qui possède 12 protons dans son noyau. Ensuite, un peu plus lourd, il y avait le silicium avec notamment 14 protons. Juste après, il y avait le soufre avec 16 protons dans son noyau et dont la masse d'une mole était de 32,1 grammes. On retrouve ensuite le cuivre et le zinc dont la masse d'une mole était très proche, 63 grammes pour la mole de cuivre et 65 grammes pour la mole de zinc. On les retrouve donc côte à côte au niveau de la quatrième ligne. Puis nous avions l'étain à la cinquième ligne dont une mole pèse 118,7 grammes. Et enfin, l'élément qui avait la plus grande masse molaire, c'était le plomb avec 82 protons dans son noyau. Si on se concentre à présent uniquement sur le plus léger et le plus lourd des éléments qu'on vient de voir, et qu'on fait un zoom sur la case du carbone et sur celle du plomb, on constate qu'il y a un nombre avec une virgule indiqué en bas de la case. 12,006 pour le carbone et 207,2 pour le plomb. Et bien ce sont en réalité la masse d'une mole de cet élément qui est indiquée dans le tableau périodique. Donc ces masses d'une mole d'un élément qui apparaissent dans le tableau périodique, on appelle ça des masses molaires. Et chaque espèce chimique, elle a sa propre masse molaire. Elle va se noter grand M et son unité, ce sera le gramme par mol. Le carbone a par exemple une masse molaire de 12 grammes par mol. Et le plomb, comme on a vu, a une masse molaire de 207 grammes par mol. Et jetons un œil rapidement au calcul qui nous permet d'obtenir la masse molaire d'une entité chimique pour vérifier que l'unité, c'est bien le gramme par mol. Pour notre mol de carbone, par exemple, on a multiplié la masse d'un atome de carbone en grammes par 6,022 x 10 puissance 23, donc par la constante d'Avogadro, qui elle s'exprime en mol puissance moins 1. Et en multipliant 1,995 x 10 puissance moins 23 par 6,022 x 10 puissance 23, on obtient bien 12,01. Et en multipliant des grammes par des mols puissance moins 1, on obtient bien des grammes par mol, que vous devez bien évidemment noter grammes fois mol puissance moins 1 en classe de première. En fait, d'après la relation que vous voyez en classe de seconde et qui relie la quantité de matière avec la constante d'Avogadro, eh bien on peut isoler la constante d'Avogadro pour dire qu'elle est égale à grand N divisé par petit n. Or grand N, c'était le nombre d'atomes qui n'avaient pas d'unité et petit n, c'était la quantité de matière qui s'exprime en mol.
Donc l'unité de Na, de la constante d'Avogadro, c'est l'inverse des moles. C'est donc bien des moles puissance moins 1 pour la constante d'Avogadro. Et par conséquent, pour la masse molaire, grand M, ce sera bien des grammes fois des moles puissance moins 1. Il faut donc bien retenir que la masse molaire se note grand M et qu'elle s'exprime en grammes par mol. Une autre chose à savoir à présent, c'est que la masse molaire d'une molécule, elle est égale à la somme des masses molaires des atomes qui la constituent. Si on regarde par exemple une molécule d'eau et qu'on veut calculer sa masse molaire, donc la molécule d'eau a pour formule brute H2O. Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc on va regarder dans le tableau périodique et on prend 2 fois la masse molaire de l'hydrogène et on y ajoute une fois la masse molaire de l'oxygène. Donc la masse molaire de l'eau finalement ce sera 18 grammes par mol. Exemple d'une autre molécule un petit peu plus compliquée, une molécule de calcaire de formule CaCO3. Il faut de nouveau aller chercher dans le tableau périodique et faire une fois la masse molaire du calcium plus une fois la masse molaire du carbone et enfin 3 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque la formule brute du calcaire c'est Ca pour le calcium, C pour le carbone et O3 pour les 3 oxygènes. Et on se retrouve donc pour notre calcul en ne gardant que 3 chiffres significatifs avec 40,1 plus 12 plus 3 fois 16, donc une masse molaire de 100 grammes par mol pour le calcaire. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour la masse molaire grand M qui est propre à chaque espèce chimique et qu'il ne faudra pas confondre avec la masse petit m. Voyons maintenant à travers quelques exercices d'application à quoi va nous servir cette masse molaire et comment elle va nous permettre de calculer des quantités de matière. Premier exemple, on souhaite calculer quelle est la quantité de matière d'une bobine de cuivre qui pèse 500 grammes. Ici, on va aller chercher dans notre tableau périodique quelle est la masse molaire du cuivre, l'élément Cu donc, et on trouve qu'elle est de 63,5 grammes par mol. Autrement dit, une mole de cuivre pèse 63,5 grammes. Et nous, on veut savoir quelle est la quantité de matière qui correspond à 500 grammes de cuivre. Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de moles de cuivre dans une bobine de 500 grammes. On va donc diviser la masse de notre échantillon par la masse d'une mole de cuivre pour découvrir combien est-ce qu'il y a de moles dans cette bobine. Et si on divise 500, la masse de notre échantillon, par 63,5, la masse molaire du cuivre, on trouve que la quantité de matière de cuivre de cet échantillon, eh bien c'est 7,87 moles. Voilà donc la première formule de ce cours à retenir. Pour déterminer la quantité de matière petit n d'un échantillon, il faut diviser la masse de cet échantillon, petit m, par la masse molaire de l'espèce chimique, grand M. Attention ici, si on regarde de plus près les unités, nous devons bien diviser une masse forcément en grammes par une masse molaire en grammes fois mol puissance moins 1 pour se retrouver avec l'inverse de mol puissance moins 1 pour notre petit n, soit finalement des mols pour notre quantité de matière, ce qui est logique. Cherchons à présent la quantité de matière présente dans 200 ml d'eau. Alors première question qu'il faut se poser ici, c'est combien pèse notre échantillon de matière de 200 ml d'eau. Alors pour l'eau, c'est plutôt simple puisque la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre, ce qui fait qu'un millilitre d'eau pèse 1 g et forcément 200 ml d'eau, ça pèsera 200 g. On connaît la masse de notre échantillon, intéressons-nous maintenant à la masse molaire de l'espèce chimique, l'eau. L'eau c'est un corps pur composé de 2 types d'atomes et comme nous l'avons vu tout à l'heure, il va falloir aller chercher dans le tableau périodique les masses molaires et faire 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus une fois celle de l'oxygène pour trouver finalement que la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par mol. On applique donc la formule qu'on vient de voir en divisant la masse de notre échantillon par la masse molaire de l'eau et on trouve ainsi que le verre d'eau de 200 ml comporte finalement 11,1 mol de molécules d'eau. Troisième petit exemple, demandons-nous à présent quelle est la quantité de matière de 200 ml d'éthanol. L'éthanol ayant pour formule brute C2H6O. La masse volumique de l'éthanol est de 0,79 g par millilitre, ce n'est pas à retenir par cœur et elle vous serait donnée dans un exercice. Toujours est-il que les 200 ml d'éthanol, si on applique la formule de la masse volumique, ils correspondent en fait à une masse de 158 grammes. Intéressons-nous maintenant à la masse molaire de l'éthanol.
qui, comme la formule brute nous l'indique, est une molécule qui contient 2 atomes de carbone, 6 d'hydrogène et 1 d'oxygène. On va donc aller dans notre tableau périodique pour trouver la masse molaire correspondante de tous ces atomes et on réalise le calcul suivant. 2 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois celle de l'hydrogène plus 1 fois celle de l'oxygène. Et on trouve ainsi que la masse molaire de l'éthanol, c'est 46,1 g par mol. On divise maintenant la masse de l'échantillon, 158 g, par la masse molaire de notre espèce chimique, 46,1 g par mol, et on trouve que la quantité de matière, elle est de 4,34 mol pour nos 200 ml d'éthanol. J'espère que vous commencez à être à l'aise avec la notion de masse molaire qui va être un outil très pratique pour pouvoir déterminer des quantités de matière, simplement en appliquant la méthode qu'on vient de voir. Déjà, il faut connaître la masse de notre échantillon de matière. S'il s'agit d'un liquide dont on connaît le volume, on pourra retrouver cette masse grâce à la masse volumique du liquide. Ensuite, il faut connaître la masse molaire de l'espèce chimique qui compose notre échantillon de matière. Vous pourrez par exemple les trouver dans votre tableau périodique et si vous n'y avez pas accès, elles vous seront forcément rappelées dans les énoncés de vos exercices. Elles sont en tout cas pas à apprendre par cœur. Souvenez-vous juste que quand vous avez un corps pur simple, c'est-à-dire quelque chose qui est composé d'un seul type d'atome, comme c'est le cas du cuivre, la masse molaire de cet élément, elle vous sera directement donnée. Par contre, pour un corps pur composé, c'est-à-dire un échantillon de matière qui est en fait constitué de molécules qui sont formées avec différents types d'atomes, eh bien, il faudra faire la somme des masses molaires de tous les atomes qui constituent la molécule pour savoir quelle est la masse molaire de la molécule. Et alors, une fois qu'on connaît la masse d'une mole de notre espèce chimique, donc que ce soit une mole de cuivre, une mole d'eau ou une mole d'éthanol, eh bien, on va pouvoir trouver en divisant la masse de l'échantillon par la masse d'une mole, combien est-ce qu'il y a de moles dans notre échantillon. Autrement dit, en appliquant cette formule et en divisant la masse de l'échantillon par la masse molaire de l'espèce chimique, on trouve bien la quantité de matière en mol. Petit n est égal à petit m, masse de l'échantillon, divisé par grand M, masse molaire. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé de corps purs simples ou composés. Mais on peut aussi s'intéresser à des échantillons de matière qui sont des mélanges, par exemple une barre d'acier, qui est un métal très utilisé dans tout type d'industrie, puisqu'il a des propriétés qui sont plus avantageuses que le fer. Mais en fait, une barre d'acier, c'est un mélange qui contient 97% de fer et 3% de carbone. Nous allons donc avoir une certaine quantité de matière de fer et une certaine quantité de matière de carbone dans cet échantillon. Et pour trouver la quantité de matière de chacun des éléments de notre mélange, il va déjà falloir déterminer quelle est la masse de chacun d'entre eux au sein de ce mélange. Si on s'intéresse à 2 kg d'acier, on peut déjà dire que 2 kg c'est 2000 g et on peut dire que 97% de 2000 g, ça va nous donner 1940 g pour la masse de fer dans notre échantillon. De même, 3% de 2 kg, ça nous donnera 60 g pour le carbone. Nous avons donc la masse des deux constituants de notre mélange en grammes. On peut à présent aller chercher les masses molaires dans notre tableau périodique. Ces masses molaires nous sont données en grammes par mol. Nous avons ici la masse molaire du fer qui est de 55,8 g par mol et celle du carbone qui est de 12 g par mol. Dernière étape, on peut déterminer quelles sont les quantités de matière de chacun des constituants de notre mélange. Pour le fer, on divise la masse de fer contenue dans le mélange, à savoir 1940 g, par la masse molaire du fer, 55,8 g par mol, et on trouve finalement une quantité de matière de fer de 34,8 mol dans notre barre d'acier. Et dans cette barre d'acier, il y a également une certaine quantité de matière de carbone que l'on peut trouver en divisant la masse de carbone contenue dans l'échantillon, c'est-à-dire 60 g, par la masse molaire du carbone, c'est-à-dire 12 g par mol, et on trouve finalement que dans cet échantillon, il y a également 5 mol de carbone. Voyons un dernier exemple de mélange et intéressons-nous à présent à un flacon de 200 ml d'éthanol dilué. Ce flacon, il ne contiendrait plus que 70% d'éthanol et 30% d'eau. Nous avons donc un nouveau mélange, cette fois-ci liquide, avec deux espèces chimiques qui sont l'eau et l'éthanol.
Nous allons garder la même méthode, c'est-à-dire identifier déjà quelle est la masse de chacune des espèces dans notre échantillon. On va pour cela devoir premièrement identifier quel est le volume réel d'éthanol parmi ces 200 ml, puis trouver à quelle masse est-ce que ça correspond. Et ensuite, on fera pareil avec l'eau. Si nous avons 70% d'éthanol dans ce flacon de 200 ml, cela signifie que nous avons 140 ml d'éthanol dans le mélange. 70% de 200, cela nous donne 140. Alors pour trouver la masse de ces 140 ml d'éthanol, il suffit de les multiplier par la masse volumique de l'éthanol qui nous est donnée dans l'énoncé. 0,79 fois 140, cela nous fait 111 g d'éthanol dans notre flacon. Pour l'eau, la démarche est la même avec des calculs un peu plus simples. 30% de 200, déjà, nous avons 60 ml d'eau dans notre flacon. Et 60 ml d'eau, cela pèsera 60 g. Passons à la deuxième étape de notre démarche et déterminons quelle est la masse molaire de chacune des espèces chimiques de notre mélange. Nous avions en fait déjà fait ces calculs et nous avions trouvé que la masse molaire de l'éthanol, c'était 46,1 g par mol. Quant à la masse molaire de l'eau, c'était 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois celle de l'oxygène, c'était donc 18 g par mol. Et pour notre troisième étape, on va déterminer quelle est la quantité de matière de chacune des espèces de notre mélange. Pour l'éthanol, on va diviser la masse d'éthanol contenue dans l'échantillon, 111 g, par la masse molaire de l'éthanol, 46,1 g par mol, et on va trouver que la quantité de matière d'éthanol dans le flacon, elle est de 2,41 mol. Pour la quantité de matière d'eau contenue dans ce flacon, on divise la masse de l'eau que contient le flacon, 60 g, par la masse molaire de l'eau, 18 g par mol, et on trouve que dans ce flacon, il y a également 3,33 mol d'eau. Dans la première partie du cours, nous avons utilisé la masse molaire pour trouver des quantités de matière dans des échantillons de matière liquides et solides. Mais vous savez qu'en chimie, on peut aussi faire intervenir des espèces gazeuses. Et pour les caractériser au mieux, nous allons aborder maintenant la notion de volume molaire. Donc le volume molaire, il s'agit en fait du volume occupé par une mole de gaz. On va le noter grand V, indice petit m, et on va l'exprimer en litres par mol. Et rappelons qu'une mole, c'est un paquet de 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Donc si notre gaz, c'est du dioxygène, le volume molaire, ce sera le volume qui comporte exactement 6,022 fois 10 puissance 23 molécules de dioxygène. Par exemple, ce ballon bleu. Et si notre gaz, c'est par exemple du diazote, son volume molaire, ce sera le volume qui comprend exactement 6,022 fois 10 puissance 23 molécules de diazote. Ce ballon vert par exemple. Et vous constatez ici que les deux ballons, ils sont finalement de volumes égaux. En effet, le volume molaire, la place occupée par une mole de gaz, cela ne dépendra pas du gaz en question. Une mole de dioxygène, ça va occuper la même place qu'une mole de diazote. Donc retenez bien ça, que le volume molaire, il ne dépend pas de la nature du gaz. Ou autrement dit, le volume molaire, c'est le même pour tous les gaz. Et que ce soit du dioxygène, du dioxyde de carbone ou n'importe quel autre gaz, le volume occupé par une mole, ce sera 24,5 litres. Autrement dit, le volume molaire des gaz, il est de 24,5 litres par mol. Et ceci vaut à une température de 25 degrés Celsius et dans des conditions de pression atmosphérique normales. Lorsque la pression augmente, dans le cas des anticyclones, les particules elles vont se resserrer entre elles et nous allons pouvoir observer du brouillard. Dans ce cas-là, le volume molaire il diminue et la place occupée par les 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques, elle devient beaucoup plus petite. Et au contraire, lorsque la pression diminue, comme c'est le cas en altitude par exemple, les particules elles vont s'éloigner les unes des autres et le volume molaire il va augmenter. Mais dans des conditions normales de pression et de température, le volume molaire d'un gaz c'est 24,5 litres par mol pour tous les gaz.
La température, c'est le deuxième paramètre qui va pouvoir influencer le volume molaire d'un gaz. Si on est bien à une température de 25 degrés Celsius avec une pression normale, on aura bien notre mol de gaz qui sera contenu dans un volume de 24,5 litres. Par contre, si la température chute, les particules vont se rapprocher et le volume molaire va diminuer. D'ailleurs, si la température est assez basse, les molécules se rapprochent suffisamment pour que de la neige se forme. En revanche, si la température augmente, les particules elles vont s'espacer et le volume molaire va augmenter. Tout ça pour dire que le volume d'un gaz, d'une mole de gaz, il peut varier en fonction des conditions de pression et de température. Et à quoi va nous servir ce volume molaire qui généralement vaut 24 litres par mol? Eh bien, comme avec la masse molaire pour les solides et les liquides, nous allons pouvoir, grâce à cette grandeur, pouvoir déterminer quelles sont les quantités de matière d'un échantillon de gaz. Et pour trouver la quantité de matière petit n qui s'exprimera en mol, il faudra diviser le volume du gaz dont on cherche la quantité de matière, qui s'exprimera en litres, par le volume molaire, qui lui s'exprimera en litres par mol. Voyons tout de suite un petit exemple d'application et admettons que notre échantillon de gaz, c'est en fait de l'argon qui est stocké dans un conteneur d'1 mètre cube et maintenu à 0 degrés Celsius. Donc ici, 1 mètre cube, c'est un espace où on va pouvoir stocker 1000 litres de liquide ou de gaz. Le volume de notre échantillon de gaz, ce sera donc 1000 litres. On va directement le mettre en litres pour pouvoir appliquer notre formule et retrouver une quantité de matière en mol. On connaît donc le volume de notre échantillon, 1000 litres, et il nous faut connaître le volume molaire du gaz pour pouvoir déterminer la quantité de matière correspondante. Si dans l'exercice on nous disait qu'on était dans des conditions de pression et de température normales, il faudrait alors utiliser la valeur 24,5 mol par litre. Ici ce n'est pas le cas, on nous dit que l'argon est maintenu à 0 degré et du coup on nous donne dans l'énoncé quel est le volume molaire d'un gaz lorsque la température est de 0 degré Celsius. En l'occurrence elle sera de 22,4 litres par mol. Donc un petit peu moins qu'à 25 degrés Celsius en effet, puisqu'on a vu que lorsque la température refroidit, les particules se resserrent. Appliquons donc cette relation et divisons le volume de notre échantillon, 1000 litres, par le volume molaire du gaz lorsqu'il est dans ces conditions de pression et de température, donc 22,4 litres par mol, et on se retrouve avec un résultat de 44,6 mol pour la quantité de matière de notre échantillon. Donc 1000 litres d'argon à ces conditions de pression et de température, cela équivaut à une quantité de matière de 44,6 mol. Parlons à présent de la concentration molaire, une autre grandeur qui va être importante pour bien connaître la composition de notre système initial. Ici, on va s'intéresser aux solutions qui sont obtenues par dissolution. Donc la dissolution, comme vous l'avez vu dans les classes précédentes, ça consiste à dissoudre une espèce solide avec un solvant. Les particules de votre solide vont finalement se mélanger avec celles de votre solvant. Elles vont venir s'intercaler en fait entre les particules de solvant et devenir si petites qu'elles ne seront plus perceptibles à l'œil nu. On a alors obtenu une solution et le but ici, ça va être de déterminer quelle est la concentration molaire de cette solution. Et pour cela, on va avoir besoin de connaître deux choses: la quantité de matière en mol du solide que l'on va dissoudre et le volume en litres de la solution obtenue. Et finalement, la relation qui va nous permettre de calculer la concentration molaire, c'est la suivante: C est égal à N sur V. On va diviser la quantité de matière en mol par le volume de la solution en litres pour pouvoir obtenir notre concentration molaire qui sera donc en mol par litre. Ici, ça peut vous rappeler les calculs de concentration massique que vous avez vus en classe de seconde lorsque vous étudiez les dissolutions et les dilutions. Le calcul était un petit peu différent à l'époque puisque vous divisiez la masse de soluté en réalité par le volume. Et votre concentration massique, elle s'exprimait généralement en grammes par litre, même si d'autres unités pouvaient être utilisées. Ici, nous utiliserons toujours le mol par litre et la concentration que nous allons calculer sera bien une concentration molaire. Et voyons tout de suite un petit exercice d'application pour commencer à calculer des concentrations molaires. Si on dissout 0,15 mol de saccharose pour obtenir une solution aqueuse de 200 ml, quelle sera alors la concentration en quantité de matière de la solution obtenue?
Quand on parle de concentration en quantité de matière, on parle bien de concentration molaire, que l'on va obtenir en divisant 0,15 mol par 200 ml. Attention à bien convertir les 200 ml d'eau en litres pour pouvoir obtenir un résultat en mol par litre. Un résultat qui vaut donc 0,75 mol par litre. Alors ici, on vient de calculer la concentration molaire d'une solution de 200 ml obtenue lorsqu'on dissout 0,15 mol de saccharose dans l'eau. Donc lorsqu'on dissout en fait du sucre dans l'eau, puisque le saccharose, c'est en fait du sucre de formule brute C12H22O11. Alors généralement, ce qu'on va essayer de faire en chimie, plutôt, ça va être de créer une solution d'une concentration molaire souhaitée, par exemple 0,75 mol par litre. Et pour cela, on va utiliser une fiole jaugée, par exemple de 200 ml. Et on va s'intéresser plutôt à quelle est la quantité de matière de saccharose qu'on va devoir dissoudre pour obtenir une telle solution, une solution d'une telle concentration molaire. Et ça, on sait le faire facilement avec la même relation, mais cette fois en isolant le petit n, qui vaut donc 0,75 mol par litre fois 0,2 litres. On aura donc une quantité de matière de 0,150 mol de saccharose qui doit être dissoute si on veut obtenir une solution d'une telle concentration. Sauf que les 0,15 mol, on n'est pas vraiment habitué avec cette quantité à la prélever, à s'imaginer ce que ça fait. On sait que ça fait 0,15 fois 6,022 fois 10 puissance 23 molécules, donc ça reste un très grand nombre de molécules. Mais comment est-ce qu'on va prendre exactement ce nombre de molécules? Eh bien, on va en fait calculer la masse qui correspond exactement à 0,15 mol. Et une relation qui lie la masse avec la quantité de matière, eh bien, on l'a vu dans la première partie du cours, lorsqu'on a calculé des quantités de matière grâce à la masse molaire. On utilisait alors la relation petit n égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Maintenant, on cherche la masse de l'échantillon, qui sera donc égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Et pour la masse molaire du saccharose, qui est une grosse molécule de formule brute C12H22O11, on fait comme dans la première partie du cours, on va chercher dans le tableau périodique et on ajoute 12 fois la masse molaire du carbone, avec 22 fois la masse molaire de l'hydrogène et avec 11 fois celle de l'oxygène. Et on obtient finalement une masse molaire pour le saccharose de 342 grammes par mol. Et finalement, la masse de saccharose qu'il va falloir dissoudre, on peut la déterminer en multipliant 0,15 mol par 342 grammes mol puissance moins 1, ce qui nous donne finalement 51,3 grammes de saccharose. Et alors si on dissout bien ces 51,3 grammes de saccharose dans une fiole jaugée de 200 ml et qu'on remplit ensuite jusqu'au trait de jauge, on obtiendra bien une solution aqueuse de 200 ml de concentration molaire en saccharose qui vaut 0,75 mol par litre. Ici, les calculs que nous avons faits, qui nous ont permis de préparer la dissolution, finalement, c'est d'utiliser la formule de la concentration molaire sous sa deuxième forme pour déterminer quelle est en fait la quantité de matière qu'il fallait dissoudre. En classe de première, vous devez absolument déjà être à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'une relation entre trois grandeurs, elle peut s'écrire de trois manières différentes et vous pouvez retrouver chacune de ces écritures pour utiliser celle qui vous intéresse. Et comme on avait besoin de savoir quelle était la masse qui correspondait à cette quantité de matière, on est allé chercher la formule de la masse molaire qu'on avait vue un peu plus tôt dans le cours et là aussi on a pris sa deuxième forme. Donc vous devez aussi être habitué en classe de première à utiliser des relations que vous avez vues plus tôt dans l'année et dont vous pouvez avoir besoin. Et dans ce cours, nous en avons déjà vu 3 des relations, qui relient d'ailleurs la quantité de matière avec d'autres grandeurs. La formule de la masse molaire dans la première partie du cours, qui s'exprime en grammes par mol. Dans la deuxième partie du cours, nous avons vu le volume molaire, qui lui s'exprime en litres par mol. Et enfin, nous venons de voir la concentration molaire, qui s'exprime en mol par litre. Donc prenez l'habitude de bien faire des fiches de cours sur chaque chapitre, pour bien noter toutes vos formules, toutes vos relations. Je vous invite pourquoi pas à télécharger la fiche de cours disponible dans la description de cette vidéo. Voyons à présent la dernière grandeur de ce cours qui cette fois-ci n'a pas d'unité. Il s'agit de l'absorbance que vous avez pu évoquer en classe de seconde lors du chapitre sur les solutions aqueuses. Une grandeur qui par ailleurs ne peut être calculée que si on a des solutions colorées
puisqu'elle vaudra 0 pour des solutions incolores. Et cette grandeur, elle est par ailleurs directement reliée à la concentration molaire que nous venons de voir par la loi de Beer-Lambert, qui nous dit que l'absorbance est égale à petit k fois la concentration molaire. Nous verrons un petit peu plus tard ce que c'est que le petit k dans cette équation. Simplement, pour l'instant, disons que l'absorbance est proportionnelle à la concentration molaire. Donc finalement, ce que nous explique cette loi de Beer-Lambert, c'est que si la concentration d'une solution diminue, alors l'absorbance de cette solution diminue également. Et lorsqu'on se retrouve avec une solution qui est très peu concentrée, eh bien l'absorbance sera alors très faible, tout comme la couleur de la solution. En revanche, si la concentration d'une solution augmente, alors l'absorbance aussi va augmenter. Et lorsqu'on a une solution très concentrée, comme un sirop où vous avez mis beaucoup trop de grenadine, eh bien l'absorbance sera très grande. Et le sirop, il sera très foncé, puisqu'il absorbe beaucoup de radiation lumineuse. Alors l'absorbance, on va pouvoir la mesurer de manière expérimentale en utilisant ce qu'on appelle un spectrophotomètre. On va placer un échantillon de solution colorée dans l'appareil et il va nous donner une valeur pour l'absorbance. Plus la valeur est élevée, plus la solution est concentrée et donc foncée. Et plus la valeur est faible, moins la solution est concentrée et plus elle est claire. Maintenant, admettons que vous avez différentes solutions colorées que vous avez vous-même préparées à partir d'un même soluté. Vous avez simplement préparé 5 solutions plus ou moins concentrées. Pour chacune d'entre elles, vous savez quelle est la quantité de matière que vous avez mis pour dissoudre et quel est le volume de la solution obtenue. Et du coup, vous connaissez la concentration molaire de chacune de vos solutions, grâce à la relation C est égal à N sur V, que nous avons vu dans la troisième partie du cours. Vous avez donc 5 solutions avec une concentration molaire plus ou moins forte et que vous connaissez. Et bien ensuite, en mesurant l'absorbance de chacune de vos solutions, vous allez être capable de tracer une courbe d'étalonnage en utilisant un graphique avec la concentration molaire en abscisse et l'absorbance en ordonnée. Vous remarquez ici que la solution 1, c'est la plus foncée, c'est celle qui vous donnera la plus grande valeur d'absorbance, car c'est la plus concentrée. La solution 5, c'est la plus claire, elle va vous donner la plus petite valeur d'absorbance, puisque c'est celle qui a la concentration molaire la plus faible. On remarque également que tous les points sont bien alignés et qu'en les reliant, on obtient une droite qui passe par l'origine. Ceci est dû au fait que nos grandeurs, l'absorbance et la concentration molaire, elles sont proportionnelles. Et alors cette courbe d'étalonnage, elle va pouvoir vous servir à plusieurs choses. La première, vous avez pu le voir en classe de seconde, c'est que si vous avez une solution qui a été préparée avec le même soluté, mais dont vous ignorez la concentration molaire, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mesurer l'absorbance de cette solution inconnue, puis grâce à votre courbe d'étalonnage, vous allez retrouver la concentration molaire qui correspond à l'absorbance de cette solution que vous avez mesurée avec le spectrophotomètre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en TP, construire une courbe d'étalonnage avec des solutions de concentration molaire connues pour retrouver la concentration molaire d'une solution inconnue en lisant sur la courbe d'étalonnage. Alors une deuxième chose qu'on va pouvoir faire à partir d'une courbe d'étalonnage, c'est de déterminer la valeur du coefficient directeur petit k de la loi de Beer-Lambert. Ce qui peut être assez intéressant puisque le petit k, nous allons le détailler un petit peu plus tard, mais il va dépendre entre autres du type de solution. C'est-à-dire que si vous avez une solution de permanganate violette, vous allez avoir une certaine valeur pour votre petit k. Mais si vous avez une solution de dichromate, qui elle aura une teinte orange, alors vous aurez une autre valeur pour votre coefficient directeur petit k. Faisons donc quelques rappels mathématiques qui vont nous permettre de déterminer la valeur de ce coefficient petit k. On est dans le cas d'une fonction linéaire avec deux grandeurs qui sont proportionnelles, comme nous l'avons dit, et donc une droite qui va passer par l'origine du graphique. En mathématiques, ce type de droite, elle va avoir pour équation y est égal à a fois x. Et pour trouver le coefficient directeur, il nous suffit de faire y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ici, notre coefficient directeur, c'est le petit k de la loi de Beer-Lambert. Et l'absorbance, c'est la grandeur en ordonnée. Donc les valeurs y1 et y2 devront être remplacées par deux valeurs d'absorbance. Quant à la grandeur en abscisse, c'est la concentration molaire. Donc les valeurs x1 et x2, elles seront remplacées par les deux concentrations molaires
correspondantes à ces deux valeurs d'absorbance. Et si on utilise cette courbe et qu'on lit nos valeurs d'absorbance, A2 qui vaut 1 moins A1 qui vaut 0,5, et qu'on les divise par la différence entre nos deux concentrations molaires, 4 fois 10 puissance moins 3 pour C2 et 2 fois 10 puissance moins 3 pour C1, on va se retrouver avec un coefficient de proportionnalité pour notre courbe d'étalonnage qui vaut 250 pour ce graphique. Et maintenant que nous avons vu comment déterminer le petit k, demandons-nous quelle est son unité. Sachant que l'absorbance, c'est une grandeur qui doit être sans unité et que la concentration molaire, elle, s'exprime forcément en mol par litre. Et puisque notre absorbance n'a pas d'unité, il faut que la partie droite de l'équation de la loi de Beer-Lambert n'ait pas d'unité non plus. Autrement dit, il faut que l'unité du petit k s'annule avec l'unité de la concentration molaire. Ce qui signifie que notre coefficient de proportionnalité petit k, il doit s'exprimer en litres par mol. Détaillons davantage de quoi dépend réellement notre petit k, qui s'exprime en litres par mol. Il dépend surtout de la nature des solutions qui sont traversées par la lumière, mais pas que. Il dépend aussi de l'épaisseur des solutions traversées, qu'on notera petit l et ce qui s'exprime en centimètres. C'est pour ça que quand on fait des mesures d'absorbance, il faut qu'on trace des courbes d'étalonnage tout le temps en utilisant les mêmes cuves, les mêmes petits récipients, pour toujours avoir bien ce petit l qui est la même valeur. K, il est donc égal à petit l fois epsilon. Et epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire qui est propre à la nature de la solution. Lui, il va s'exprimer en litres par mol et par centimètre. Pourquoi par centimètre? Car il dépend aussi de la longueur d'onde qui est utilisée pour mesurer les absorbances avec le spectrophotomètre. On en reparlera un petit peu plus tard, mais on remarque en tout cas que nos unités à droite de l'équation, elles s'annulent toujours puisque l'absorbance est une grandeur qui n'a pas d'unité. Alors retenez surtout la première écriture de la loi de Beer-Lambert qui est plus générale avec le petit k comme coefficient de proportionnalité. Et souvenez-vous bien que ce petit k, vous pouvez le déterminer grâce à une courbe d'étalonnage en utilisant la formule mathématique qui permet de trouver le coefficient directeur d'une droite. Et retenez aussi que la courbe d'étalonnage, elle peut être obtenue en travaux pratiques en mesurant l'absorbance de solutions de concentration molaire différentes et connues. Pour terminer un petit peu avec l'absorbance, nous avons vu que les solutions très peu concentrées et donc claires, elles avaient une absorbance faible, car en fait elles absorbent peu de radiation lumineuse. D'ailleurs, si une solution est incolore, elle absorbera aucune radiation lumineuse. Et en revanche, si une solution elle absorbe beaucoup de radiation lumineuse, alors elle sera colorée, elle sera très foncée. Alors les radiations lumineuses que vos solutions vont être capables d'absorber, elles proviennent en fait de la lumière du soleil. La lumière du soleil qui est une lumière blanche, qui présente donc un spectre continu contenant toutes les radiations, comme vous avez pu le voir l'année passée en physique lorsque vous étudiez le chapitre sur la vision et les images. Alors la lumière va pouvoir traverser les solutions, puis on va pouvoir récupérer un spectre qui va être caractéristique de chacune des solutions. Vous constatez que le spectre qui est émis par la solution incolore, c'est un spectre continu, identique au spectre de la lumière blanche. En revanche, le spectre qui est émis par la solution colorée, c'est un spectre discontinu, autrement appelé spectre d'absorption, et c'est le spectre qui va pouvoir être utilisé pour mesurer l'absorbance d'une solution. En effet, le spectrophotomètre, il va être capable de produire ce genre de courbe où l'on obtient l'absorbance en fonction des radiations lumineuses. Ici, par exemple, l'absorbance est élevée pour des longueurs d'onde qui sont comprises entre 500 et 560 nanomètres, ce qui correspond finalement à la partie verte du spectre lumineux qui a été totalement absorbée par la solution. Et vous vous souvenez que pour tracer une courbe d'étalonnage, on ne va retenir qu'une seule valeur d'absorbance par solution. On retiendra par exemple pour cette solution violette de permanganate de potassium 1,25 pour l'absorbance. C'est la valeur qui semble correspondre au pic observé sur le spectrophotomètre qui intervient pour une longueur d'onde qui serait égale à 525 nanomètres. Et lorsque l'on va venir prendre nos prochaines mesures d'absorbance pour des solutions de permanganate de potassium qui sont moins concentrées,
il va falloir retenir les valeurs d'absorbance qui correspondent à cette même valeur de longueur d'onde que nous avions choisie précédemment, 525 nanomètres dans notre exemple, même si cela ne correspond plus exactement au pic de la courbe. Le fait de choisir cette valeur fixe de longueur d'onde au début de la manipulation, lorsque nous avions des solutions très concentrées, ça va nous permettre de garder des valeurs d'absorbance qui sont cohérentes, même lorsque nos solutions elles vont finalement être peu concentrées, ce qui peut produire des courbes un petit peu plates comme celle que vous voyez ici. Mais surtout, garder cette même valeur de longueur d'onde tout au long de nos mesures d'absorbance, c'est en réalité obligatoire, puisque c'est ce qui nous permet de garder un petit K constant, ce qui est primordial lorsqu'on trace une courbe d'étalonnage. Donc les mesures elles doivent toujours se faire dans des cuves qui ont la même forme, comme nous l'avions dit tout à l'heure, et les valeurs d'absorbance elles doivent être également retenues pour une longueur d'onde fixe. Et une dernière chose qu'on va pouvoir faire grâce à l'absorbance, ça va être de pouvoir deviner la couleur des solutions rien qu'en regardant les valeurs d'absorbance. Ici les solutions 1 et 2 sont cachées, on ne voit pas leur couleur, mais grâce aux courbes de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, on va pouvoir deviner leur couleur. Et si on regarde par rapport au spectre de la lumière blanche, qui s'étend, si vous vous souvenez bien, de 380 à 780 nanomètres, on constate que la première solution, finalement, elle absorbe les couleurs vertes, avec un pic d'absorption autour de 520 nanomètres. Tandis que la seconde solution, elle absorbe les couleurs rouge-orangé, avec un maximum d'absorption pour les radiations de 640 nanomètres. Et ça, c'est un cercle chromatique que vous pouvez être amené à utiliser lors des séances de travaux pratiques, qui va vous permettre de déterminer la couleur d'une solution en fonction des radiations qu'elle absorbe. Il suffit en fait de tracer une droite partant de la longueur d'onde absorbée et passant par le centre du cercle pour déterminer la couleur de la solution. Si la solution absorbe du jaune, autrement dit des radiations colorées de l'ordre de 580 nanomètres, alors la solution sera de couleur bleu indigo, puisque c'est le bleu indigo qui se trouve en face du jaune sur le cercle chromatique. Et du coup, la première solution, vous l'aviez peut-être déjà reconnue puisque c'est le spectre que nous avions visualisé tout à l'heure. Mais si on regarde par rapport au cercle chromatique, étant donné que la solution absorbe du vert, eh bien sa couleur ce sera le violet, puisque le violet se trouve en face du vert sur le cercle chromatique. Donc la solution 1, c'était en fait une solution de permanganate de potassium violette. Et la deuxième solution dont on voulait deviner la couleur, on ne l'a pas encore étudiée, mais d'après le spectre d'absorption, on sait qu'elle absorbe les radiations de l'ordre de 640 nanomètres, autrement dit le rouge-orangé. Et d'après le cercle chromatique, une solution qui absorbe le rouge-orangé aura une teinte bleu cyan, étant donné que ce bleu se trouve en face du rouge-orangé sur le cercle chromatique. Donc la deuxième solution, c'était en fait une solution de sulfate de cuivre anhydre qui a bien une teinte bleu clair. Et voilà qui conclut ce qu'on peut dire sur l'absorbance et sur les grandeurs physiques qui vont pouvoir nous intéresser en chimie pour caractériser nos solutions et maîtriser nos réactions de transformation. Je vous invite à télécharger la fiche de cours dans la description de la vidéo et à vous entraîner avec de nombreux exercices.